et Patricia Dudonné, directeur général de la SDH et présidente d'APSIS, l'association des bailleurs sociaux de l'Isère. Bonjour et bienvenue. Patricia Dudonné, nous avons connu cet hiver une situation assez singulière entre hausse du coût des énergies, risque de pénurie même et de coupure des énergies. Avoir un logement, c'est bien, un logement chauffé dans la rigueur de l'hiver, c'est encore mieux. C'était une situation encore plus flagrante, on l'imagine, dans le parc social isérois. Comment, vous, les bailleurs sociaux, vous êtes-vous organisés pour accompagner les locataires dans cette situation et pour les répercussions que ça a pu avoir? Nous avons une technique, on va dire, validée depuis très longtemps. On travaille beaucoup, nous, sur les provisions de charges. Et notamment, on a pu travailler au début de la période de chauffe sur l'adaptation de nos provisions pour permettre à nos locataires, au moment de la régularisation qui intervient à la fin de la période de chauffe, de pouvoir, en tout cas, de ne pas avoir à subir un trop gros à-coup. C'est parfois difficile parce que ça veut dire revenir vers des locataires qui n'entendent pas toujours exactement, en tout cas ne comprennent pas toujours des mécanismes qui sont complexes, qui sont les mécanismes de fixation des prix de l'énergie. Et donc on revient vers eux et ils entendent beaucoup parler de bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire. Donc quand on leur dit, comme l'énergie va augmenter, on va augmenter vos provisions de chauffage pour que ce ne soit pas trop difficile au moment de la régularisation du mois de mai, on va les augmenter de 15-20%, ils font des bons et c'est un peu normal. Et ils nous disent, mais c'est pas normal, il y a un bouclier tarifaire. Donc il faut savoir que pour les bailleurs sociaux, donc les gens qui ont un contrat individuel peuvent bénéficier à titre individuel du bouclier tarifaire dont on a entendu parler, qui a limité en gros la hausse autour de 15%. Alors nous, ça a été beaucoup plus tardif. Il a fallu que notre union monte au créneau et se batte beaucoup pour obtenir un bouclier tarifaire pour les logements collectifs. Grâce à ce bouclier tarifaire, on a un peu d'espoir de ne pas mettre tout le monde dans le rouge au mois de mai-juin, puisque nous, les augmentations qu'on constatait de fait de nos contrats à nous, bailleurs sociaux, elles étaient entre 50 et 100%. Donc ça veut dire que quelqu'un qui payait précédemment 50 € de chauffage de provision, la réalité de la facture, elle était de 100. Donc la réalité de la régularisation, elle aurait pu être de 1 600 €, voilà, pour des gens qui sont déjà, a priori, des gens qui ont des revenus relativement modestes, à très modestes. Donc on est retourné vers nos locataires et on a pu appliquer, entre guillemets, une augmentation qui varie, parce que ce bouclier tarifaire collectif, il est très très compliqué à expliquer, à mettre en œuvre, mais on a pu n'appliquer une augmentation que de 20 à 30%. Ce qui reste toujours aussi incompréhensible pour nos locataires qui, quand ils ont un contrat particulier avec EDF, pour faire clair, privé, eux, ils ont une augmentation qui est que de 15% grâce au bouclier tarifaire. Donc tous ces sujets-là ont été assez complexes dans un dialogue avec nos locataires et avec les associations de locataires. On va donc arriver avant l'été avec un moment de régularisation qui, pour nous, va être un moment sans doute critique, où on devra être très attentif à nos publics les plus fragiles pour voir comment cette régularisation va pouvoir se mettre en œuvre. La plupart des bailleurs sociaux ont déjà mis en place un certain nombre de dispositifs qu'on pourrait assimiler à des fonds sociaux, c'est-à-dire qu'on a mis de côté de l'argent qui servira à aider nos locataires les plus fragiles et de bonne foi. J'insiste que les deux doivent être sur la table. C'est-à-dire le bailleur social ne pourra pas payer les notes d'énergie de l'ensemble de ses locataires, parce que sinon on est mort. C'est aussi simple que ça, parce que nous, c'est plusieurs millions, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de coûts énergétiques dans nos résidences. Je rappelle qu'on représente à peu près 85 à 90 000 logements sur le département. Donc si on paye les coûts énergétiques de 90 000 logements, on ferme la boutique. Donc on viendra en aide à travers les fonds sociaux aux publics les plus fragiles, qui sont de bonne foi, qui ont payé leurs provisions, qui n'ont pas d'impayés de mauvaise foi, mais qui ont une vraie difficulté à faire face pour pas qu'ils traînent une dette qu'ils ne sauraient pas recouvrir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les enjeux de demain. Juste un mot très court, si vous le voulez bien. On parlait de l'enjeu de facture énergétique. Un des leviers, c'est la rénovation thermique. On l'a évoqué également. Et les bailleurs sociaux en la matière sont assez exemplaires, sont en tout cas assez en avance par rapport au reste du parc privé. Où est-ce qu'on en est dans le parc isérois? Est-ce que vous êtes sorti d'affaire dans cette contrainte dont on parlait sur l'exclusion de location des pasteurs énergétiques? Je vous remercie de poser la question parce que je pense que dans Je vous secoue les idées reçues, on va y aller un bon coup parce que quand j'entends certains élus
parler de verrues thermiques. Je sais qu'eux le savent, ils ne parlent pas de nous, mais je sais que le grand public, lui, tendance à dire « Ah bah oui, c'est normal, c'est les logements HLM, c'est tout pourri ». Alors, moi, je vais vous le dire avec mes mots à moi, il y a 3% du parc HLM de l'Isère qui est encore en FEG. Au niveau national, c'est 7% du parc HLM qui est encore en FEG. Donc, en Isère, on est en avance. Et sans poser aucun jugement, parce qu'on a évoqué les difficultés des bailleurs privés. Donc, ce n'est pas dos à dos, hein, c'est qu'on n'est pas dans la même circonstance. Il y a aujourd'hui à peu près entre 15 et 18% du parc privé qui est encore en FEG. Donc, le parc social est exemplaire, il est en avance. En 2023, on a 585 logements encore qui seront mis en chantier pour éradiquer les derniers FEG. Il en restera sûrement. Il y a des zones très compliquées. Il y a quand on est sur des pavillons, de l'individuel, quand on est en zone de montagne, ça a été évoqué par certains intervenants, notamment par des notaires. On va être en difficulté comme tout le monde parce qu'il y a des problématiques structurelles et techniques. Mais pour le coup, nous, on sait que le bas de quittance, c'est un loyer plus charge et que si on ne travaille pas les charges, comme les loyers sont déjà plafonnés et contraints, on n'en s'en sortira pas. Donc, c'est un grand plan qu'on mène. Moi, je citerai un dernier chiffre, 20 000 logements réhabilités sur ces 10 dernières années. C'est le rythme de 2 000 logements par an. Donc, je pense que ce travail, on l'a fait. Et je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Je dis souvent, et ceux qui me connaissent cette phrase, je fais des logements, je ne fais pas de politique. Il n'en reste pas moins que la solitude du bailleur social depuis quelques années face aux politiques publiques, elle est réelle. On est assez peu accompagné, assez peu aidé. On n'est pas un enjeu majeur des politiques publiques actuelles. Et je parle au niveau national. Heureusement qu'il nous reste, et je pense que c'est le moment de leur rendre hommage, les politiques locaux, les hommes politiques et les femmes politiques en local qui nous aident, les collectivités, les EPCI, les communes qui nous accompagnent beaucoup parce qu'elles connaissent bien les enjeux de leur territoire. Mais on n'a pas de grande politique nationale en faveur du logement social. Et donc tout ce qu'on a fait ces dernières années et tout ce qu'on s'apprête à faire, c'est avec l'aide des collectivités territoriales et avec l'argent de nos locataires, puisque notre ressource majoritaire, c'est les loyers qu'on perçoit. Merci beaucoup.